et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que, à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui. Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. Je dis que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22h, à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après ça en était pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Nous avons le portable. Pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de Pastef qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin au leader, le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B, et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Puisque vous êtes un Diola et qu'il y a toujours quelque chose qui reste, j'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'avez dit de ne pas parler de Amadou Ba. Mais comme généralement je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradanus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis à Amadou Ba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression
la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wale Djoubodjan et Eliman Pouy et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement, Amadou a décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous aviez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Il y a eu un rétropédalage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadou Ba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que ce n'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG africano-américaine là, si je ne me trompe pas du nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadou Ba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadou Ba, personnellement, j'en veux pas. Je veux pas d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave nous concernant. Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'alors Abdoulaye Diallo qui avait dit si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, j'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront
On avait même attaqué ça dans l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lequel vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique, vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023, je me rappelle, quand on a reçu la JPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous lui avez dit non, personne ne va mourir, parce que si même je n'étais pas là, vous devez être en mesure de continuer le projet. Et il y a eu chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important, ce n'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, ce n'est pas vous. L'important, ce n'est pas moi. Et si ça ne tenait qu'à ça, ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail qu'ils ont fait pour maintenir le bateau à flot pendant que nous étions empêchés, pendant qu'on nous avait mis toutes les restrictions à sa famille, qu'on nous a interdit de téléphoner pour parler de politique, pour citer mon cas. Ce projet-là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan extrêmement important de nos souverainetés, et c'est particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le sillage de la proposition qui a été faite en 2019,